Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. On termine, de boire notre dernière petite bouteille N'est-ce histoire pas? d'avoir histoire d'avoir la gorge claire pour pouvoir parler un petit peu tous ensemble. Bonjour Hervé. Bonjour Pierre, bonsoir à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, vraiment c'est un plaisir à chaque fois renouvelé, de recevoir Hervé Doll. Hervé qui est astrophysicien, qui est aussi, vice-président de l'université Paris-Saclay. Donc tu fais de la science, mais pas que, c'est ça Hervé. Il semblerait. De l'administratif, il y a plein de choses à gérer, des demandes de projets, de l'enseignement aussi. Beaucoup d'enseignements, s'intéresser aux étudiants dont la situation est difficile en ce moment et donc justement là, une partie de la journée, j'œuvrais pour, forcer le gouvernement à rouvrir les universités, très tôt dès janvier. Donc voilà, on s'occupe aussi du bien-être, des étudiants, des personnels, de la recherche, enfin plein de choses tout à fait passionnantes, de la culture aussi. En fait, je m'occupe de la culture et de la médiation scientifique, donc c'est passionnant. Autrement dit, tu as une vie bien remplie en ce Bon, comme moment tout le et à monde, d'autres moments, comme tout comme le tout le monde. monde. Eh bien, on a déjà des personnes qui nous ont rejoints. Donc, bonjour Méliluge, bonjour Germain, salut NS, bonjour Scoutella, salut Minus. Minus, c'est Adrien, le médiateur du planétarium, l'un des médiateurs du planétarium de Vaux-en-Velin. Bonjour Evan, bonjour Purple, salut Lio, Poul Popol, salut Anna, Eki, Brown Dog, Yo38442. On a le noyau dur de, des personnes qui nous suivent régulièrement. Merci d'être toujours aussi fidèles. Voilà. Alors c'est vrai que d'habitude Hervé, quand on commence un live, on répète que on va avoir un sujet précis, et qu'il va falloir pas en sortir. Voilà. Et bien cette fois-ci, il n'y a pas de sujet, il y a pas de sujet spécifique. Donc il n'y a pas de thème interdit. Voilà. La thématique d'aujourd'hui, ça va être, ça va être quelque chose qui intéresse à peu près tous les astronomes du monde, et pourtant c'est à la fois simple et compliqué. On s'était dit que ça pourrait être intéressant que tu reviennes, Hervé, pour nous parler du noir, tout simplement. Alors c'est vrai que les astronomes sont en général les mieux placés pour nous parler de ça. Le noir en astronomie, est-ce que ça te va comme thématique? Ah, ça me va, c'est très vaste. Après, je sais pas si on est les mieux placés pour en parler parce qu'on verra assez vite que le noir est aussi synonyme d'inconnu et de mystère, donc même en sciences, même en astrophysique. Donc on n'est pas exempt de questionnements qu'on se pose, nous-mêmes. Mais c'est vrai que c'est un sujet, riche et vaste et puis voilà, les ceux qui Euh, nous suivent pourront poser des questions. Alors évidemment, bien évidemment, tu as tout à fait raison. On va pas juste discuter toi et moi tous les deux. On est là tous ensemble. L'idée c'est que si vous avez des questions par rapport à ce qu'Hervé est en train de dire, ou par rapport à la thématique générale d'aujourd'hui, qui est donc le noir dans l'astronomie, le thème du noir en astronomie, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis Hervé sera ravi d'y répondre. Est-ce que tu veux introduire un petit peu le thème? Oui, Ouais. oui, je peux dire deux trois trucs. Allez, je t'en prie. Bon, d'abord, le noir, que l'on perçoit, dans l'univers, on le perçoit, dès le plus jeune âge parce qu'il suffit, d'aller dehors, évidemment, il ne faut pas avoir des lampadaires dans la figure, le soir pour, observer que la nuit est noire avec nos yeux. Alors, d'ailleurs, à ce titre, je peux inviter, tous ceux qui nous écoutent à contacter le ou la maire de leur ville, hein, pour, susciter, un usage raisonné, de l'éclairage nocturne dans les villes. Il ne s'agit pas que les villes deviennent toutes noires, mais enfin néanmoins on peut avoir, une utilisation raisonnée de l'éclairage urbain pour que justement on puisse avoir accès aux étoiles, à une vie, voilà, un rythme circadien et diurne plus raisonnable pour nous, pour les animaux et cetera. Donc quand on va dehors, et la nuit et qu'on regarde le ciel, et ben, on voit que le ciel est noir, il y a des étoiles. Alors je ne sais pas si tu peux montrer Pierre l'image, de la Voie lactée, que je t'ai Oui, bien proposée. sûr. C'est facile à Celle-ci? montrer ou? Alors attends, je suis dessus. Oui voilà, très Ouais, bien. ouais. Effectivement, donc c'est prise par, bah, c'est sur Chromoscope, je ne sais plus qui l'a prise, mais en tout cas, c'est sur le site Chromoscope qui est drôlement bien.
Donc c'est une image prise, une composite, hein, donc on voit la Voie lactée, au centre avec des nuages de gaz noir qui nous absorbent une partie de la lumière des étoiles de la Voie lactée et puis tout en haut et tout en bas, on voit que c'est noir. Alors il y a quelques étoiles, hein, mais le ciel est essentiellement noir. Ça a posé beaucoup de questions, depuis au moins le XVIe siècle, probablement avant, mais bon, on en a des traces assez formelles que depuis le XVIe siècle. Pourquoi la nuit est-elle noire? Parce que si on réfléchit un petit peu et qu'on imagine qu'il y a une infinité d'étoiles dans l'univers, même si elles sont très lointaines, il y a un moment quand on regarde dans une direction on tombera, forcément sur une étoile et donc le fond de ciel devrait être complètement brillant. Or c'est pas le cas. Soit il y a un souci, soit le modèle est faux, Euh, voilà. Donc c'est un et, peu un mélange des 2. Donc on appelle ça le paradoxe d'Olbers, même si c'est pas Olbers qui le premier l'a mentionné. Hervé, Et oui? est-ce qu'on pourrait pas dire que si on regarde trop loin, bah, du coup les étoiles, l'étoile qu'on va voir va être trop faible? Est-ce que ça pourrait pas jouer? Bien sûr, mais sauf qu'au bout d'un moment, tu vois, si tu attends des millions ou des milliards d'années, même cette étoile effectivement individuelle que tu verras jamais, au bout d'un moment, sa lumière quand même devrait nous parvenir et puis ça s'accumule et donc au bout d'un moment, s'il y avait assez d'étoiles et qu'elles duraient assez longtemps, on devrait avoir un ciel brillant. D'accord. Et en fait, la réponse est là, c'est qu'en fait, d'abord, il y a pas assez d'étoiles et deuxièmement, elles ne brillent pas de manière éternelle. Ça, on le sait depuis un peu moins d'une centaine d'années, mais avant, on ne le savait pas. Et puis on n'avait pas idée de la taille de l'univers, on ne savait pas s'il y avait d'autres galaxies et cetera. Donc il y avait un mélange de réflexion philosophique et puis d'aspects scientifiques et depuis voilà, moins de 100 ans, on sait à peu près qu'effectivement la densité d'étoiles dans l'univers est très, très faible. Finalement, elle est liée au fait qu'il y a très peu de matière dans l'univers, hein. Vous savez peut-être que, la densité moyenne de l'univers, c'est quelques protons par mètre cube et c'est bien inférieur, je parle de matière totale, hein, on peut parler de matière baryonique ou de matière totale. Baryonique, c'est la matière ordinaire, hein, d'atomes, mais la densité de l'univers est très, très faible en matière par rapport à la densité critique. La densité critique, c'est la densité nécessaire pour que l'expansion de l'univers s'arrête au bout d'un moment, mais éventuellement très, très long, voire infini. Donc on est à un tiers, hein, la densité de matière, elle est à un tiers de ce qu'il faudrait pour que l'expansion commence à se ralentir et s'arrête. Donc Donc pas il n'y a pas beaucoup suffisante du tout. d'étoiles. Oui. Elle n'est pas suffisante du tout, voilà, donc il y a pas beaucoup de matière, donc il y a pas assez d'étoiles. En plus, les étoiles ont le mauvais goût de ne pas vivre très longtemps. Voilà, quelques milliards d'années. Donc, toutes les étoiles, ne rayonnant pas toutes pendant une éternité, en fait, ça remplit pas l'univers d'une lumière, qui pourrait éventuellement, faire déborder le vase ou la baignoire et donc rendre le ciel brillant. Et donc, l'expansion de l'univers rajoute au fait que, la lumière se dilue dans l'univers, mais même sans expansion, en fait, on n'aurait pas de nuit noire. Donc on voit que cette question, toute simple, et toute naïve, de 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 cette nuit noire, en fait, nous amène à réfléchir sur l'origine des étoiles, la durée, sur laquelle on observe tout ça, donc éventuellement l'âge de l'univers, éventuellement l'histoire de l'univers. Alors il y a une question qui est: quel est le point de vue de l'image? En fait, il y a pas vraiment de point de vue. En fait, c'est un point de vue, disons, au centre de la Terre, sans la Terre. Donc ce sont des gens qui ont pris des photos du ciel à plusieurs endroits sur Terre et puis qui les ont combinées, un peu comme, s'ils étaient, voilà, au centre de la Terre, mais sans la Terre, qu'elle a disparu. C'est pour ça que le soleil est toujours dans le dos, c'est pour ça qu'il fait nuit sur la photo, voilà. Et donc c'est une mosaïque d'images, un peu comme une carte du ciel, hein. Vous savez les photos du ciel, on voit pas tout le ciel d'un seul endroit de la Terre, il faut aller à plusieurs endroits et on combine ces images et puis on en fait une sorte de planisphère, céleste et donc voilà ce que ça donne. Donc le C'est- noir oui, oui, si tu veux, Non, non. Ce que je veux dire, c'est que sur cette mosaïque là qu'on est en train de voir, du coup, ça représente. En fait, c'est comme si on avait fait le tour de la Terre en prenant en photo la Voie lactée un petit peu de partout. Et une fois qu'on a fait le exactement, tour de la Terre, on déroule l'image. Donc en quelque sorte, on pourrait dire que quand on arrive sur le côté droit de l'image, en réalité, il faut la coller au côté gauche de l'image. C'est-à-dire qu'en fait, exactement, ça fait le tour de la Terre, quoi. C'est exactement. tout ce que l'on voit dans le ciel autour de nous. Exactement. D'accord. C'est en fait l'image, donc une image, c'est une image à 2 dimensions, c'est une sphère autour de nous et puis donc on a découpé la sphère derrière, on l'a repliée et ça fait un rectangle, un peu comme une map monde, hein. La différence de la map monde terrestre, c'est qu'on est dessus. Là, c'est une map monde, mais on est à l'intérieur d'un point de vue visuel, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas la troisième dimension de profondeur. Donc c'est des photos, donc c'est vraiment des 2 dimensions et on est à l'intérieur du ballon de football, si vous voulez, ou
du baudruche ou que sais-je, et puis on le découpe et on le reprojette. Et donc effectivement, ça a nécessité plusieurs photos et plusieurs endroits sur Terre pour l'obtenir. D'accord. Et du coup, donc on parlait de cette question-là du noir. Donc déjà, le simple fait de se demander pourquoi la nuit est noire, si on veut effectivement y répondre de manière un peu carrée, déjà ça pose pas mal de questions. Mmh. Et puis comme tu le disais, quand on regarde le ciel et qu'on essaie de comprendre pourquoi cet univers est noir, bah, il faut aller largement au-delà de cette voie lactée que tu nous as montrée. Et puis peut-être tout de suite, hein, c'est partir justement au-delà de la Voie lactée, au-delà de notre galaxie, et commencer à faire des catalogues d'autres galaxies, hein, c'est ça? Exactement, voir, d'autres galaxies, voir, beaucoup plus loin dans l'univers et puis même voir à d'autres couleurs, à d'autres longueurs d'onde. Parce qu'on se rend compte quand on observe l'univers dans les ondes radio, donc à plus grande longueur d'onde que le visible, que l'infrarouge, et cetera, on se rend compte finalement que l'univers est brillant. Donc en fait, l'univers est noir seulement dans le visible, mais si on va dans l'infrarouge très, très, très lointain, vers 1 millimètre de longueur d'onde, donc vraiment c'est les ondes millimétriques, hein, finalement c'est les micro-ondes, hein, celles qu'il y a dans nos fours. Alors évidemment, elles ne sont pas produites pareil, hein, celles qui sont dans nos fours à micro-ondes sont produites par un petit système. Là, les ondes dont je parle, elles baignent vraiment tout l'univers et en fait, tout l'univers est baigné par une onde qui s'appelle le rayonnement, fossile, un rayonnement cosmologique, et qui en fait est le résidu, lumineux du Big Bang. Et donc à ces longueurs d'onde-là, en fait, l'univers est brillant, mais c'est une lumière très diffuse, très faible, mais qui baigne tout l'univers. Et ça, on l'a compris, depuis les années, 1940-50 où ça a été, prédit et c'était vraiment observé en 1964 et puis réobservé avec, moult détails, dans les années, 89-90 par COBE, dans les années 2001-2007 par WMAP et puis par le satellite Planck, dès 2009 et puis on a publié les derniers résultats là en 2018, Al sur ce fameux fond cosmologique. Alors justement cette fameuse Voie lactée que l'on regarde ici actuellement, avec nos yeux à nous, qui ne sont sensibles Exactement, qu'à la lumière visible, donc il y a bien d'autres gammes de lumière, les ultraviolets, les rayons X d'un côté, les infrarouges, tout ça c'est de la lumière que notre œil ne peut pas voir. Mais si exactement, notre œil n'était pas sensible à la lumière visible, mais s'il était plutôt sensible, aux micro-ondes, tu m'as donné une image de cette même Voie lactée telle qu'on la verrait si nos yeux étaient sensibles à cette autre gamme de lumière. Donc je vais vous la exactement. montrer, elle est là, hop, voilà. Donc cette même image de la Voie lactée déroulée dans le ciel, alors on voit carrément autre chose, hein, effectivement. Oui, alors on voit, alors en plus j'ai la petite, carte de Ah vœux, oui, de satellite Planck, hein, voilà, j'en profite, parce qu'on en a fait une carte de vœux assez sympa, voilà, avec, il y a quelques années et donc en fait, on voit, la Voie lactée qui est brillante dans les ondes millimétriques. Bah oui, parce qu'il y a quand même un principe, dans l'univers qui marche assez bien, qui est la conservation de l'énergie. Donc si vous avez un nuage qui absorbe la lumière visible, donc évidemment il paraît tout noir parce qu'il absorbe tout ce qu'il y a derrière lui et puis il laisse rien passer. Et ben, il s'échauffe un petit peu quand même et il émet de l'énergie, non plus dans le visible, parce que là, il est vraiment tout noir, mais il émet en général dans l'infrarouge ou dans ces ondes un peu millimétriques. Donc on a codé en couleur, hein, en rose-violet, tous ces nuages qui sont dans notre Voie lactée et qui rayonnent et qui sont très, très froids, hein. Certains sont à seulement, qu'est-ce que, quelques dizaines de Kelvin, donc moins de 100, voilà, 60 Celsius. Mais n'empêche qu'ils sont échauffés par, voilà, l'énergie qu'ils absorbent et qu'ils réémettent et donc il y a tout un tas de nuages un peu partout, dans la Voie lactée et puis les petits points derrière rouges, c'est effectivement cette fameuse image du Big Bang, ce résidu lumineux du Big Bang, qu'on appelle le fond cosmologique et donc l'apparence du ciel est vraiment différente dans les ondes millimétriques qu'on voit ici, donc c'est pris avec le satellite Planck et c'est le même principe que tout à l'heure, hein. Le satellite a pris des images à des instants donnés. Il était loin de la Terre, hein, il était au point de Lagrange L2 à 4 fois la distance Terre-Lune, mais peu importe. Et donc il a pris des images, puis nous ensuite on les a recombinées comme si en fait la Terre et le Soleil n'existaient pas, parce qu'ils sont pas sur les images et donc c'est une map monde de ce qu'on verrait dans les ondes millimétriques, par le satellite Planck, donc de tout le ciel. Donc cette image diffère de l'image visible. En fait, c'est une sorte de complémentaire. Ce qui était sombre et noir dans le domaine visible devient brillant dans les ondes millimétriques
Et puis les étoiles, bah, c'est très simple, on les voit quasiment pas dans le millimétrique parce qu'en fait les étoiles sont plutôt chaudes, hein, voilà, 6 000 degrés, 10 000 degrés, et cetera. Bah, dans les ondes millimétriques, ça rayonne quasiment rien parce que ce sont les ondes associées aux objets froids. Donc c'est facile, les étoiles en fait n'existent quasiment pas dans le millimétrique, donc il y a même pas à les soustraire, on les voit. Alors on voit un petit peu en bas à droite le grand nuage de Magellan. Je vais vous le montrer sur mon image à moi. Donc, là où j'ai mon index, donc, vous pouvez voir, vous avez une petite concentration grand nuage et petit nuage de Magellan, voilà, qu'on voit assez bien. Donc il y a des concentrations de gaz, autour des étoiles parce que il y a un peu de formation stellaire et donc on a codé en couleurs pour que ça soit joli et en fait, on a analysé ces images pour pouvoir différencier, la lumière qui vient des nuages interstellaires de notre Voie lactée, d'une part et puis, heu, l'émission du gaz des galaxies et des amas de galaxies, plutôt lointains et puis enfin la lumière, qui vient, du fond cosmologique, donc du tout début de l'univers. Alors, du coup, ici, ce que l'on voit, c'est donc essentiellement, tu le disais, le gaz et la poussière qui se trouvent dans le milieu interstellaire, donc entre les étoiles, et puis qui dépassent un petit peu notre galaxie. Donc ça fait un espèce de brouillard poussiéreux C'est qui ça. émet justement dans cette gamme de lumière, dans la même gamme de lumière que le rayonnement de fond de l'univers que toi tu Mmh. veux observer. Mais alors du Oui, coup exactement. du coup, est-ce que enfin, du coup, moi j'aurais envie de dire si moi je veux étudier le fond de l'univers, mais que j'ai toute cette poussière qui émet exactement à la même longueur d'onde par-dessus, bah, du coup, moi je jette ça à la poubelle parce que du coup, j'ai pas la lumière du fond de l'univers, là, j'ai la lumière de la poussière. Et bah, effectivement, on a la somme des 2 et donc ça a été très compliqué. Ça a demandé plusieurs années à beaucoup d'entre nous, pour analyser ça. En fait, il y a quand même une ruse, c'est, que la poussière qui est donc un avant-plan, ce qu'on appelle un avant-plan, qui est donc très brillante et très proche de nous. En fait, c'est dans notre galaxie, mais, tu te rappelles, la galaxie, c'est un peu comme un disque. Nous, on est dedans. Donc il y a c'est pas hyper fin, hein, c'est quand même épais la Voie lactée et donc ce qu'on voit, qui dépasse du plan de la galaxie, c'est juste des choses qui sont autour de nous, hein, donc on est à 3 dimensions. Donc c'est quand même dans notre Voie lactée. On a quand même une chance, c'est que l'émission de la poussière, n'est pas exactement pareille que celle des galaxies et celle du fond cosmologique. Je m'explique, on observe avec Planck dans 9 couleurs différentes, 9 longueurs d'onde différentes et souvent on fait ça avec les télescopes, hein. Par exemple, les images de satellite Hubble dont vous avez peut-être l'habitude, elles sont colorisées en fait, on prend des images en noir et blanc, mais on met des filtres de couleurs différentes. Et ben, selon que, il y a une galaxie ou je ne sais pas quoi, une nébuleuse, qui soit un peu plus rouge ou plus bleue ou plus verte ou plus jaune qu'une autre, on arrive à faire le distinguo. Et ben, figurez-vous que l'émission de la poussière est différente de celle des galaxies et celle du fond cosmologique. C'est-à-dire qu'elles ne rayonnent pas de la même manière dans les 9 couleurs. C'est-à-dire on peut les séparer en utilisant les 9 couleurs. On appelle ça une émission spectrale qui est un peu différente. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à les départager. Mais tu as raison, Pierre, si on n'avait qu'une seule image, on ne pourrait absolument pas départager ce qui provient de la poussière de la Voie lactée. On appelle ça la poussière, en fait, c'est l'hydrogène, etc. On appelle ça cosmic dust, voilà, de la poussière, galactic dust. Donc si on n'avait qu'une seule image, on ne pourrait pas différencier les deux et ça serait impossible. C'est pour ça que quand on fait des observations, maintenant, on essaie d'avoir des super caméras, la mort qui tue, qui observent à plusieurs couleurs simultanément, ou en tout cas le plus simultanément possible. C'est ce qu'on va faire là avec JWST, qui va être lancé bientôt, avec Euclid, avec d'autres télescopes, pour justement faire le distinguo entre ce qui vient de l'univers proche et de l'univers lointain, pour faire vite. Donc c'est comme ça qu'on est passé de l'image d'arrière-plan, qui est très, très belle là en mauve que tu as montré, aux petites images de droite là que j'ai rajoutées, Oui, qui sont du coup le fond diffus cosmologique auquel tu as soustrait toute la poussière, mauve qui se trouve ici pour vraiment regarder ce qu'il y a derrière la Voie lactée. exactement. Donc l'image du haut qui représente le fond cosmologique et ses fluctuations, parce qu'en fait il y a une température moyenne qu'on peut pas observer avec Planck pour des raisons, voilà, de prise de mesure. Donc on voit les petites fluctuations. Donc la différence entre les petits points, orange et bleus, c'est de l'ordre de quelques millionièmes de degrés, alors que sur l'image avec toute la poussière et cetera, le contraste il est, enfin le plan de la Voie lactée correspondrait à des
à des, c'est pas des vrais degrés parce que c'est des températures d'antenne, mais enfin peu importe. Enfin, il correspondrait à 10 000 degrés, et cetera. Donc il y a vraiment des très, très gros facteurs de différence et de contraste. Donc quand comme tu le dis justement Pierre, quand on a tout soustrait, on a l'image d'en haut, qui est l'image du fond cosmologique en température et puis l'image du milieu, c'est une même image du fond cosmologique, mais cette fois-ci en polarisation de la lumière, parce qu'on avait des détecteurs qui sont des bolomètres refroidis à 0,1 Kelvin, qui étaient tous les détecteurs du satellite Planck, mais certains avaient une petite grille devant qui donc mesure la polarisation de la lumière, qui est une sorte de direction privilégiée de diffusion de la lumière, et ça nous renseigne sur la vitesse à laquelle le alors là c'est un peu plus compliqué, mais à la vitesse à laquelle le plasma primordial était en train d'osciller. Et puis tout en bas, c'est une image moi, que j'adore particulièrement, c'est l'image de la distribution de matière noire dans l'univers, telle que découverte par le satellite Planck. Alors quand c'est gris, c'est qu'on pouvait pas le mesurer, hein, parce qu'il y avait trop de présence de la Voie lactée, mais quand c'est pas gris, on y arrive et justement, je vois quelqu'un qui dit: «Voilà, c'est les effets de l'antigravitationnel, c'est grâce à ça qu'on arrive à le mesurer». Pour ceux qui connaissent pas l'effet de l'antigravitationnel, c'est un effet de relativité générale qui fait que quand vous avez un rayon lumineux qui passe proche d'une grosse densité de matière et ben le rayonnement est dévié, un peu comme une lentille, sauf que là, c'est un effet vraiment d'espace-temps qui est courbé et nous, on mesure sur les petites fluctuations du fond cosmologique, ces petites variations, alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà, de non-gaussianité et cetera, et donc on arrive à reconstruire, hein, la masse qui a dévié la lumière du fond cosmologique par effet de lentille gravitationnelle et on arrive à retrouver, attendez, il y a je ne sais pas qui m'appelle, voilà. Et donc on arrive à retrouver, la présence de matière noire, dans l'univers. Alors seulement à 2 dimensions, c'est-à-dire qu'on sait dire, dans cet endroit du ciel, il y a eu beaucoup de matière noire qui a dévié la lumière du fond cosmologique. On peut pas dire: «C'est à telle distance» et cetera. Mais c'est déjà pas mal. On a une sorte de Mmh. cartographie complète de la présence de matière noire, dans l'univers. Donc on sait toujours pas ce que c'est, mais on sait où elle est. En Exactement! d'accord. Alors il Heu y a des gens qui posaient la question de la poussière. Attends, j'essaie de retrouver, c'était quoi? bah, il y a INS qui demande si justement quand on parlait de séparer la poussière et le reste, il demande si la différence entre la poussière galactique et puis les galaxies qui sont loin, est-ce que c'est le redshift qui donne cette différence-là Alors ou est-ce pas que pas c'est d'autres seulement, choses? pas seulement, même très peu finalement, puisque Planck ne voyait pas de galaxies à très, très grand redshift. En fait, il y a plusieurs différences. D'abord, dans notre Voie lactée, comme on voit sur l'image un peu de gauche là, qui est derrière, on a un luxe de détails en termes de détails angulaires, on appelle ça la résolution angulaire. Donc on voit plein, plein de détails et en fait, on arrive à voir plein de types de poussières galactiques. En fait, il y en a pas qu'un, il y en a au moins 3. Et encore, c'est un modèle qu'on utilise, hein. Vous savez qu'un modèle, c'est juste une manière de simplifier le réel, hein, voilà, du mieux qu'on peut mais la réalité est plus subtile que ça. Donc on arrive à décomposer la poussière galactique en 3 types de poussières, selon leur type de rayonnement, voilà, thermique, non thermique, et cetera. Alors qu'une galaxie un peu lointaine, finalement, vous voyez qu'un point, hein, je simplifie parce que Planck n'avait pas une grande résolution angulaire et dans ce point-là, en fait, vous mélangez tous les types de poussière et puis toute la lumière de la galaxie. Donc en fait, le redshift ne joue quasiment pas. C'est que quand vous prenez la somme de tout le monde, ça fait une sorte de gloubi-boulga, spectral que vous arrivez très bien à voir, parce qu'en fait, les galaxies lointaines, la chance qu'elles ont, c'est que c'est des points. Donc les points, c'est très facile à enlever des données. Donc quelle que soit en fait l'émission spectrale des galaxies, vous voyez des points, vous les virez, c'est facile. Alors que la poussière de notre Voie lactée, c'est pas des points, vous voyez, c'est des structures, fractales, filamentaires, super compliquées avec un spectre de puissance, voilà, super compliqué, en fait très simple, mais justement qui a pas d'échelle privilégiée et puis il y a plusieurs, formes spectrales dedans et donc ça c'était très difficile, à enlever par rapport au fond cosmologique, qui est derrière. Donc l'effet de redshift ne joue pas trop, c'est plutôt la chance d'avoir des points d'un côté et puis qu'il y ait une sorte de mélange de plein de formes spectrales dedans et ça, on arrive à le retrouver, versus un truc qui est proche de nous, qui est très, très, très détaillé angulairement et puis qui a plein de types de température, d'émissions radio et cetera. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors justement, je vais résumer, hein, parce qu'il y a un certain nombre de réactions. Juste, alors c'est pas une question, mais Gifheureux, qui nous dit, on nous parle souvent d'homogénéité de l'univers, on nous dit que l'univers est très homogène. Oui. Il dit là, quand on regarde cette image-là, ça saute pas aux yeux, hein, que ça soit très Ah homogène. bah, complètement, complètement. Mais alors on oublie souvent quand on dit que l'univers est homogène, on oublie de dire à quelle échelle. Oui. C'est-à-dire que dans tout ce que vous entendez en science, hein, y compris pour les vaccins et tout ce qu'on entend en ce moment, alors là je suis pas spécialiste, mais il faut pas oublier que, la science a un domaine de validité.
quand on fait un modèle ou quand on dit quelque chose, il y a toujours un domaine de validité et évidemment, l'univers n'est pas homogène. Regardez-nous, on est très dense dans notre corps, on est rempli d'eau. L'air qui est à côté de moi n'est pas du tout dense, donc à petite échelle, on n'est pas homogène. Voilà, donc l'univers n'est pas homogène, là, on est d'accord. Pareil, le soleil ou la terre sont très, très denses, mais entre les 2, il y a quasiment rien. Bah, voilà, là non plus, c'est pas du tout homogène. Pareil, la Voie lactée, très dense et juste en dehors de la Voie lactée, il y a essentiellement rien. Pareil, c'est pas homogène du tout. Donc quand on dit que l'univers est homogène, on oublie de dire que c'est à l'échelle de dizaines ou de centaines de mégaparsecs et donc effectivement, si vous regardez à l'échelle de dizaines ou de centaines de mégaparsecs, alors pour, j'ai dit un gros mot là, mégaparsec, donc mégaparsec, c'est à peu près millions d'années-lumière. Donc l'univers devient à peu près homogène à une échelle de dizaines, centaines de mégaparsecs, donc c'est très, 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 très grand, très, très grand. Alors après, on n'est pas complètement sûr que l'univers est très homogène, et donc c'est un postulat qui nous simplifie la vie. Effectivement, dans la relevée de galaxies, on voit qu'il y a quand même des grandes structures, il y a des filaments, et cetera. Mais c'est vrai que quand on fait une moyenne sur des grands volumes, l'univers est à peu près homogène. Ok. Donc, je finis avant de te Oui, laisser la bien sûr, parole. bien sûr. Si on regarde l'image du fond cosmologique, on voit que c'est super homogène parce que les variations entre chaque point, c'est de l'ordre du millionième de différence. Donc si l'image du fond cosmologique prouve que l'univers est très, 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 très homogène à très grande échelle et quand il était très jeune. D'accord, donc c'est à très grande échelle, c'était vraiment le plus Exactement. important à dire. On a Lio, justement, tout à l'heure, qui nous demande Lio 7514, celui qui parlait des effets de l'antigravitationnel, Mmh qui demandait, on va revenir sur le thème du noir de l'univers, donc tu mh. disais dans le domaine de la lumière, dans le domaine de la lumière visible, c'est quand même pas mal noir. Dans d'autres domaines comme celui du rayonnement fond cosmologique, l'univers est pas noir du tout, puisque dans ce domaine-là, ça brille de tous les côtés. Pas beaucoup, Exactement. mais de tous les côtés. Mmh Et Lio, du coup, partait encore ailleurs. Il disait dans le domaine des neutrinos, est-ce que l'univers est noir ou pas? Alors non, Alors, l'univers, des neutrinos est très brillant parce qu'il y a aussi un fond de neutrinos, un fond cosmologique de neutrinos. alors, on peut Alors, peut-être à ma revenir sur ce que connaissance, c'est qu'un neutrino pour oui, un pour les neutrino, c'est cosmiques. une particule, de masse, très faible. D'ailleurs, on ne connaît pas sa masse, on est en train d'essayer de la mesurer, mais c'est une particule très, très faible qui fait partie, bah, voilà, des particules, qui existent dans l'univers. Alors il y en a de 3 sortes, hein. Les neutrinos, bah, il y en a qui sont émis dans le soleil. Ils ont la particularité d'avoir une interaction très, très faible avec la matière, traditionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de neutrinos là qui nous traversent et on ne le sait pas, enfin si, on le sait, mais en tout cas, on ne s'en rend pas compte. Donc ça a beaucoup d'énergie, une très faible masse, mais c'est très important, que bah, c'est une particule comme toutes les particules qui a, voilà, une grande importance dans la physique et dans l'univers. Et ben, figurez-vous que les neutrinos se sont découplés, un peu avant les photons, alors dans l'histoire de l'univers. Donc en fait, il est censé y avoir un fond de neutrinos dans l'univers qui est donc 2 fois plus froid que le fond cosmologique, parce qu'en gros, il s'est découplé à une température, voilà, de 2 fois plus faible, enfin 2 fois plus haute, avant. Et donc il est censé y avoir un voilà, effectivement un fond homogène de neutrinos qui vient du découplage, voilà, quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. C'est hors de portée des détections, avec la technologie actuelle, mais effectivement la théorie prévoit qu'il y a un fond de neutrinos. De même qu'il est prévu qu'il y a un fond d'ondes gravitationnelles, hein, qu'on cherche, qui est inaccessible avec la détection directe d'ondes gravitationnelles, hein, Virgo, LIGO et cetera. Mais, ce fond d'onde gravitationnel, devrait pouvoir vu justement dans ces effets sur le fond cosmologique. C'est ce qu'on essaie de détecter, les fameux modes B, parce que voilà, les ondes gravitationnelles ne seront pas visibles, mais leur effet quand elles passent dans le fond cosmologique perturbe la polarisation et ça, on devrait pouvoir le détecter. Donc il y a plein de choses qui existent dans l'univers qui sont des fonds cosmologiques de neutrinos, d'ondes gravitationnelles. Alors de lumière, ça on vient de le détecter, on vient de le voir depuis, voilà 40-50 ans, enfin un peu plus de 50 ans maintenant. Mais oui, oui, ça existe. Et donc, du coup, la conclusion de tout ça, si je me trompe pas, c'est que l'univers, il est pas trop noir, en fait, parce que quasiment, où qu'on regarde, on a toujours un fond de quelque chose. Exactement. Alors les neutrinos, c'est des particules, donc là, on les verrait pas. Il faut des détecteurs, vraiment spéciaux pour les détecter. Mais oui, parce que, bah, en fait, l'univers, c'est pas voilà, c'est tel qu'on le comprend et qu'on le conçoit et que nos modèles arrivent à reproduire tout un tas de choses et à décrire et même à prédire des phénomènes qui sont observés, ensuite, nous dit que, bah, c'est un univers, physique et voilà, il est pas né de la cuisse de Jupiter ou de je ne sais pas quoi d'autre. Donc voilà, il y a
Il y a de la matière, il y a de l'énergie et c'est un peu comme une, j'ose pas dire une cavité parce que l'univers peut être infini, mais en tout cas, ce qu'on voit nous autour de nous, il y a ce qu'on appelle une relation causale. C'est-à-dire que si on le voit, c'est que, bah, la lumière a eu le temps de se propager vers nous. Et donc effectivement, c'est rempli, c'est un peu comme une soupe, hein, il y a une soupe de lumière, une soupe de particules, une soupe de voilà. Donc en fait, si tu prends une louche, alors j'ai pas de louche là, mais enfin vous imaginez, il faudrait que j'aille dans la cuisine, mais tu prends une louche d'univers, donc il y a en moyenne, voilà, il y a que quelques protons par mètre cube et puis alors il y a de la lumière en veux-tu en voilà, il y a typiquement 10 puissance 9 photons pour un proton à la louche, hein, voilà, je la fais courte. Il y a alors je sais pas combien de neutrinos, mais il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a même Il y a encore plus que de la lumière, il me semble. voilà, bah, donc encore plus, voilà et puis, alors il y a la matière noire, ça on ne sait pas trop ce que c'est, mais bon, il y en a un certain nombre. Voilà, donc effectivement, l'univers est rempli de choses plus ou moins exotiques, en tout cas selon notre compréhension, actuelle. Alors, comme il n'y a pas d'autres questions, hop, je vais revenir sur le thème d'aujourd'hui qui est le noir de l'univers. Alors tu nous Oui, dis que l'univers il est pas trop noir. Moi j'ai quand même vu l'univers du noir dans l'univers. Alors je voudrais t'en montrer et puis que tu me dises un peu ce que t'en penses. Tu vois par exemple ça, par exemple là pour moi j'ai quand même une belle partie noire dans l'univers là ce que je vois devant moi. là c'est très, très beau, c'est la fameuse, nébuleuse de la tête de cheval, Horsehead Nebula d'ailleurs, qu'on a observé avec Spitzer et puis qu'on va observer avec JWST d'ailleurs. C'est des copains d'ailleurs français qui vont observer cette nébuleuse avec le James Webb Space Telescope de la NASA, de l'ESA et de la CSA. Donc il y a un cheval dans Donc l'univers. là, c'est un cheval dans l'univers, voilà, ou nébuleuse de l'hippocampe. Moi, quand j'étais gamin, dans les atlas, on appelait ça la nébuleuse de l'hippocampe. Apparemment, l'hippocampe, c'était trop compliqué, donc c'est devenu la nébuleuse à tête de cheval, mais enfin bon, peu importe. D'accord. Alors effectivement, là, il y a c'est une région de photodissociation dans notre Voie lactée. Donc en fait, c'est très, très proche. Là, c'est vraiment dans notre Voie lactée, dans le voisinage, direct, enfin à l'échelle cosmologique, hein, c'est vraiment tout proche. Et donc en fait, il y a une étoile qui est, alors je crois, en haut de l'image, qui rayonne beaucoup d'énergie et puis, tout ce qui est un peu rouge, en fait, c'est une zone de ionisation, c'est-à-dire qu'il y a des petits atomes d'hydrogène qui se baladent et puis qui sont ionisés et qui émettent cette lumière, rouge. Et puis il y a une zone, un petit conglomérat de poussière un peu plus dense qui fait de la résistance, hein, voilà, c'est pas le village gaulois, mais c'est un petit conglomérat de poussière plus dense et la lumière, elle arrive pas à pénétrer dedans. En fait, elle est absorbée et donc, on voit une zone, nous, noire dans le domaine visible parce que la lumière n'arrive pas à traverser. Et on voit en fait sur le pourtour de la tête de cheval ou de la tête de l'hippocampe, on voit que c'est un peu plus brillant en fait. On a l'impression qu'il y a une sorte d'aura qui Ouais. sort de cette tête. Mais en fait, c'est juste que la lumière arrive sur ce nuage dense, un nuage de poussière et de molécules, et à la surface, ça ionise très, très fort et donc ça émet plus de lumière et en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'en fait, cette nébuleuse, elle est en train d'être mangée petit à petit, d'être grignotée par ce front d'ionisation dû aux photons, énergétiques qui proviennent de l'étoile et donc si on revient dans quelques millions d'années, ben, il y aura plus grand chose parce que le front d'ionisation aura réussi à ioniser et à manger, alors avec du temps, hein, mais et à manger cette nébuleuse. Donc il y a du noir dans le domaine visible, mais si tu avais l'image Spitzer, tu verrais qu'en fait, la nébuleuse serait complètement brillante. Il, On la verrait même s- quasiment pas, elle serait il, quasiment transparente. il se peut que pendant que tu étais en train de parler, j'ai cherché Oh là, quelque chose comme il est trop ça. fort. Il est trop fort ce Pierre, il est trop fort. Voilà, donc là, c'est un zoom sur la partie haute de la tête et on voit effectivement, il y a le petit front bleu qui est le front d'ionisation, mais à l'intérieur, on voit des poussières, mais qui sont, disons, complètement translucides parce que dans l'infrarouge, voilà, Attends, à 4, 8 et je je vais pense le- 24 microns, on arrive à voir à l'intérieur. Alors on voit que c'est dense. Là, si tu arrives à le mettre à l'échelle, génial, voilà, voilà, je vais essayer de le mettre à la même échelle pour que. exactement et on voit que c'est vraiment la tête et grâce à Voilà. l'infrarouge, on pénètre à l'intérieur voilà, c'est génial et on pénètre à l'intérieur du nuage et donc en fait, ce qui est noir dans le visible, finalement, est brillant, dans l'infrarouge et dans le millimétrique, ça serait encore plus brillant. Donc en fait, si je résume ce que tu viens de dire, à droite, dans le domaine de la lumière visible, ce qu'on voit avec nos yeux, nous on voit la tête de cheval noire parce que la lumière, par exemple des étoiles qu'il y a derrière, n'arrive pas à traverser cette poussière. Par contre, Exactement. si on utilise un télescope qui observe l'univers non plus en captant des lumières visibles, mais l'infrarouge, comme l'infrarouge, lui, traverse très bien la poussière et s'en fiche complètement, c'est pour ça que sur l'image de gauche, on voit les étoiles qui sont derrière, parce que dans le domaine de l'infrarouge, la lumière infrarouge, pour elle, la poussière est presque transparente.
Exactement, elle est non seulement transparente, mais même elle émet et Elle donc émet, on oui, arrive à en voir plus elle en émet, d'accord. positif. Ça dépend du type de poussière et cetera et ouais, ouais, donc c'est pour ça qu'on on aime bien en astrophysique, et puis dans les autres types de sciences, d'observation, ne pas observer que dans une seule couleur, mais à plein, plein, plein de longueurs d'onde pour avoir une sorte de carte d'identité, à distance parce qu'évidemment on peut pas y aller, hein. C'est tellement loin que c'est complètement inenvisageable d'aller sur place. D'avoir une, voilà, une carte d'identité physique complète. Voilà: «Dis-moi comment tu rayonnes, je te dirai qui tu es». C'est un peu Oh, le c'est joli. motto et le résumé de cette image. D'accord, j'en avais Je l'avais préparé. préparée celle-là, Ah hein. non, mais elle est magnifique, elle est magnifique. J'avais préparé celle-ci aussi qui est un petit peu pareille, où là encore, tu vois, on a, Ah, le ce fameux nuage, oui. voilà, ce fameux nuage à gauche, nuage sombre, dans le domaine de la lumière visible, et si cette zone du ciel est observée dans le domaine de l'infrarouge, ben, on voit justement toutes les étoiles qui sont derrière, qui dans le domaine de Exactement. l'infrarouge passent parfaitement au travers de la poussière. Exactement. Alors là, c'est pas le même infrarouge parce que c'est pris du sol, ça va être de la bande K ou de la bande Ouais, J, mais on voit certainement. effectivement que les étoiles sont révélées et en fait, si on allait vraiment avec Speedir, on verrait encore mieux, mais oui, oui, ça illustre. C'est le nuage de Bock, je crois, BOK. C'est un nuage de Bock et son nom c'est Barnard 68 Voilà. pour Brown Dog qui voudrait l'adopter. Si tu as si tu as une laisse de quelques dizaines d'années-lumière, tu dois pouvoir lui C'est mettre un ça, collier et puis c'est ça. le traîner avec toi. Euh, alors du coup, on parlait donc de tout ce qui est sombre, hein. Donc là, il s'agit de noir, non pas parce qu'il n'y a pas de lumière, mais parce que cette lumière ne passe pas au travers de toute cette matière. Euh, je voulais juste remettre une autre image que je trouvais très jolie, c'était celle-ci. Là encore, on est dans l'infrarouge Mmh. et on voit que l'univers, on parle toujours de vide, hein, dans l'espace, on dit que l'espace est vide, qu'il n'y a pas de matière, mais effectivement, quand on regarde sur de grandes échelles, ben, peu de matière, plus peu de matière sur beaucoup de distance, ça finit par faire quelque chose qui nous gênerait presque pour observer derrière, hein. Ah oui, oui, ça nous gêne. Après les densités là de cette très, très belle image, c'est quelques particules par centimètre cube, hein. Donc, si vous prenez 1 cm3, d'air, autour de nous, vous avez, voilà, je sais pas 10 puissance 20 particules. Je dis ça un peu à la louche ou 10-23. Il faudrait que je fasse le rapport entre 1 litre et 1 cm3, voilà, que je vais pas faire de tête. Mais, si je me souviens du nombre d'Avogadro, là vous avez juste quelques particules par centimètre cube. Donc c'est quand même très, très peu dense et là on voit des échelles qui sont très, très grandes qui sont, je sais pas, peut-être une année-lumière ou je sais pas combien. Donc c'est quand même très dilué par rapport à l'environnement humain, dans lequel on évolue quotidiennement, sur Terre. Mais effectivement, il y a de la matière, elle est diluée, elle est ionisée, il se passe plein de choses. Alors il y a une question qui disait la polarisation. Bah oui, la polarisation on l'utilise parce qu'il y a plein de champs magnétiques dans l'univers, en particulier dans les galaxies et puis alors ne parlons pas des magnétosphères et des autour des étoiles, et cetera, à petite échelle. Mais dans les galaxies et puis dans l'univers, les amas de galaxies et tout, il y a des champs magnétiques, alors relativement faibles, mais sur des échelles très, très grandes de mégaparsecs, donc de millions d'années-lumière. Et effectivement, la polarisation nous permet de, mesurer, de comprendre ces champs magnétiques et de comprendre notamment comment le gaz et les étoiles se forment, parce qu'on sait que les champs magnétiques ont une importance pour, que le gaz protostellaire et puis ensuite protoplanétaire se collapse, enfin s'effondre et forme ces structures. Donc il y a plein de questions intéressantes liées aux champs magnétiques et la polarisation de la lumière est une observation absolument clé pour y arriver. D'accord. D'ailleurs, je crois que le Planck sur lequel tu avais travaillé avait aussi mis en évidence, justement ce Complètement. fameux champ magnétique, Les champs magnétiques de la Voie lactée, exactement. de Alors la il y a une question de Titi 2029, les couleurs, donc ce sont des si c'est une image Spitzer, je crois, je sais pas si c'est une image Spitzer ça que tu montres, c'est peut-être une oui, je combinaison. crois. Je suis allé un peu vite pour le C'est chercher. donc une combinaison en fausse couleur où on color code, enfin on code en couleur, une longueur d'onde égale une couleur. Alors si c'est du Spitzer, c'est probablement, le 3 microns, 3,6 microns, ça va être du bleu et puis alors du 4,5 ou du 8 microns, du rouge et puis ils ont peut-être mis une autre longueur d'onde parce que souvent Spitzer c'est plus brillant que ça. Donc il y a peut-être une image au sol ou Oui, Hubble qui a ou je sais été pas quoi. rajouté.
qui a été rajouté, voilà exactement. Donc en fait on fait ce qu'on veut pour les communiqués de presse, hein, on triture les couleurs et cetera. D'ailleurs une étude très intéressante d'une collègue de UC, je ne sais plus laquelle, l'université de Californie, qui est historienne de l'art et qui montre que les images de Hubble, ils ont choisi une palette de couleurs qui est directement inspirée des peintres de l'Ouest américain du 19e siècle, avec tous ces paysages grandiloquents, tout cet imaginaire sur les grands espaces, et cetera. Et donc les images de Hubble dont vous vous rappelez, vous savez, les belles nébuleuses, et cetera, ils ont pris une palette de couleurs, voilà, complètement arbitraire, qui donne un côté esthétique, sachant que nous, les scientifiques, on n'utilise pas ces couleurs pour travailler. Nous, on utilise les images noir et blanc dans plusieurs filtres et puis après on les combine, on fait des mesures quantitatives, et cetera. Et donc on est content de travailler sur des belles images, hein, c'est pas ce que je veux dire en disant que qu'on n'aime pas les belles couleurs, mais effectivement les belles couleurs sont utilisées, essentiellement pour la communication et donc on choisit donc là, par ils peuvent avoir choisi le bleu pour être le 3,6 microns et puis voilà le rouge étant, le 8 microns par exemple. Alors, ça tombe bien, j'avais prévu, je t'avais dit que j'avais rajouté quelques petites images Oui, euh, pour illustrer un petit peu ça. On peut aller à une échelle encore plus grande. Et si tu le veux bien, je vais te montrer l'image d'une galaxie. Donc là, on est vraiment à une échelle absolument ah oui, gigantesque. ça c'est Et Centaurus. voilà, la galaxie donc Centaurus A, dans le domaine visible. Donc déjà là, on voit, comme tu le disais, hein, toujours pareil, toutes ces nébuleuses sombres avec cette poussière que l'on voyait tout à l'heure, ben, on les voit là, ces bandes de poussière là Exactement, qui sont dans la galaxie et qui nous empêchent de voir la luminosité totale de cette galaxie. Euh, et, complètement. et puis du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser expliquer l'image suivante, voilà, celle-ci. Donc on retrouve l'image qu'on avait tout à l'heure en bas à droite, Exactement. mais là on a d'autres informations. Exactement. Alors je reviendrai sur le champ magnétique, il y a une question que je garde pour tout à l'heure sur les champs magnétiques. En fait, cette galaxie Centaurus A, on la voit même dans Planck, c'est le petit trait qui est ici Alors attends, je vais mon essayer de te index. remettre. Non, mais c'est pas grave, Non, d'accord. donc on la voit avec son jet, voilà, elle est vraiment super brillante dans les ondes radio. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une image composite de 3 instruments. L'image qu'a montré Pierre avant, qui est représentée ici en bas à droite, c'est une image dans le domaine visible. Donc, cette galaxie, c'est une galaxie de type elliptique avec donc beaucoup d'étoiles, mais avec une sorte de disque de poussière qui passe devant. Donc c'est un disque, hein. Là, on voit nous une sorte de trait, le trait noir, mais en fait, il y a un disque de poussière qui absorbe. Donc ça, c'est la partie, disons, visible. La partie, violette, c'est je crois des ondes radio Tout à prises fait. par le NREO, c'est ça qui est écrit? Oui. Radio, non, c'est écrit radio, voilà. Donc là, on voit le rayonnement de type, synchrotron ou non thermique. Donc on voit en fait les électrons accélérés, de manière relativiste parce qu'en fait, il y a un trou noir au centre et donc le trou noir, en rotation éjecte un jet relativiste et ce jet relativiste, se dilue et se confronte au milieu intergalactique. C'est pour ça qu'il fait des sortes de lobes, parce qu'il est en fait, il y a une onde de choc, hein, une sorte d'onde de choc qui empêche le jet d'aller, à l'infini. Donc le jet se dilue et puis se trouve un peu choqué. C'est pour ça qu'il est plus brillant. D'ailleurs, on voit en bas, ça ressemble un peu à une méduse. C'est en fait, il y a une onde de choc, enfin une confrontation entre le milieu intergalactique et puis le jet relativiste qui est ici représenté en violet. Et puis en haut, je pense que c'est les rayons X. Oui, et ben d'ailleurs Voilà, on le voit le jet. Je vais juste grossir un petit peu, voilà, tu vois. On le voit très bien, le jet qui part du milieu en exactement. haut à gauche. Exactement. Et alors dans les rayons X, là, on voit vraiment directement les particules de très, très haute énergie et là, on voit la partie chaude à l'intérieur de la galaxie, puis on voit le jet qui commence à partir et puis en bas, on voit une sorte de, bah, heu, de ne c'est, de truc renversé là, Un bol, de méduse renversée, une voilà, parce qu'on méduse. voit l'onde de choc dans les rayons X. On voit la partie chaude qui forme une sorte de bol, voilà et on voit moins l'intérieur parce qu'il est moins chaud, mais on voit une sorte de bol et puis se rajoute à ça dans les rayons X, les sources ponctuelles qui sont brillantes, voilà, des résidus de supernova, ouais et cetera. Donc ils ont fait une combinaison de 3 types de longueurs d'onde. Le visible en bas, est en couleur, blanche, voilà. Les ondes radio au milieu, violettes qui montrent les électrons accélérés, donc le jet relativiste et puis en haut, plutôt en orange, les rayons X de très haute énergie. Puis quand vous combinez, vous avez cette image de la galaxie, voilà, donc assez massive, plutôt, sphérique ou ovale, avec un disque de poussière devant, puis un jet voilà, qui donne de l'énergie dans le milieu intergalactique. Donc c'est quand même pour revenir sur cette question de couleur, effectivement, est-ce que les ondes radio sont violettes et est-ce que les rayons X sont orange? Non.
En Mmh. fait, on choisit, on définit que, pour cette image, on va mettre telle couleur pour telle longueur d'onde, telle C'est ça, couleur pour tel type de lumière. Donc effectivement, en tant que tel, ce sont des, entre guillemets, «fausses couleurs», mais peu importe, exactement. ce qui est important, c'est que cette information-là, on puisse la mettre sur l'image pour mieux comprendre les phénomènes physiques qui s'y déroulent. Exactement. Qui C'est pour une visualisation qu'on utilise ces fausses couleurs. Alors c'est très joli, mais effectivement, nous, on combine tout ça. Alors il y a une question qui dit que est-ce que c'est le rayonnement synchrotron qui est à l'origine des rayons X? Alors pas seulement, hein, pas seulement, il peut y avoir de l'émission thermique, hein, quand vous avez des objets très, très chauds, ce qui peut arriver, bah, ça donne aussi de l'émission X, hein. Autour des trous noirs, l'émission X, c'est de l'émission thermique. Mais effectivement, il y a de l'émission, synchrotron aussi, qui est à l'origine des rayons X, tout comme des rayonnements radio d'ailleurs. Eh ben, justement, tu viens de nous parler, d'un autre objet qui est censément être noir, à Voilà, l'instant. c'est On même f dans le nom. on fait une transition parfaite. Du coup alors, ces trous noirs, est-ce qu'ils sont noirs? Bah oui, parce qu'ils sont denses, ils sont très, très denses, donc leur vitesse de libération, c'est plus que la vitesse de la lumière, donc ils sont vraiment noirs. En revanche, heureusement pour nous, ils sont dans un environnement ultra brillant, ce qui nous permet de les repérer. Donc ils ont souvent un disque d'accrétion autour d'eux, hein, parce que c'est un peu alors l'analogie moi que je donne, c'est, voilà, votre trou noir, c'est un peu comme une baignoire remplie d'eau et puis donc, en fait, le trou noir, c'est le siphon, c'est le bouchon qui est au fond de votre baignoire et donc qui attire l'eau. Donc quand vous ouvrez votre bouchon et ben, il y a toute l'eau qui veut partir, mais voilà, ça se fait pas de manière instantanée. Donc ça se bouscule, ça fait un tourbillon et puis au bout d'un moment, effectivement, l'eau s'écoule. Et ben, l'analogie, alors évidemment, elle est mauvaise, mais elle ressemble un peu à celle d'un trou noir. Vous avez vraiment une densité absolument monstrueuse dans un endroit très, très petit de l'univers et donc ça attire autour, mais ça peut pas tomber d'un coup. Donc ça il y a embouteillage, ça se met à tourner, à chauffer et donc vous avez, des ondes radio, des ondes, X, des rayons X, parce que ça devient très, très chaud, qui rayonnent autour de ce trou noir qui lui demeure noir et puis, heu, c'est le prix Nobel 2020, pour, le trou noir dans notre Voie lactée. On voit aussi des étoiles éventuellement quand on est proche, relativement proche. Bon, on est quand même à 7 kiloparsecs, hein, nous de mais bah, on voit le mouvement des étoiles qui passent proche du trou noir et puis qui sont accélérées et qui sont déviées parce que la densité du trou noir fait que le champ gravitationnel est intense. Donc même s'il y a pas f même si on voit pas forcément le disque d'accrétion dans certaines longueurs d'onde, on peut voir alors sur plusieurs années, hein, C'était ça se fait pas en 2 minutes, hein. Les images qu'ont pris Genzel et compagnie là, c'est sur une vingtaine d'années donc on voit le mouvement des étoiles sur une vingtaine d'années qui sont perturbées et qui bougent. Mais les trous noirs sont invisibles. En tout cas, même voilà le rayonnement de Hawking et cetera, pour l'instant, c'est loin d'être détecté. Mais en tout cas, les trous noirs sont vraiment voilà, merci, Pierre. Voilà l'image, de trou noir de notre Voie lactée. Donc c'est un time lapse d'une quinzaine d'années pris avec le VLT et l'optique adaptative. On voit au centre le mouvement un peu bizarre des étoiles qui ont l'air de rebondir, de tourner bizarrement et là, c'est la présence qu'il y a un truc noir au centre qui est, voilà, avec tous les mouvements, merci, tous les mouvements, des étoiles qui traduisent, ben, la présence d'une masse qu'on peut déterminer de manière très, très précise, que j'ai pas en tête, mais voilà, la présence du trou noir qui est là. Donc ça, c'est quand on est très proche, c'est-à-dire dans notre Voie lactée, hein, voilà, 7 kiloparsecs, ça fait, 20 000 années-lumière, hein, de tête, hein, je sais pas si c'est ça exactement, mais donc on est quand même relativement proche. Et puis, si on regarde un peu plus loin, donc c'est le trou noir de l'Event Horizon Telescope, hein, pour lequel d'ailleurs les télescopes français ont été mis à contribution. Là, on voit le disque d'accrétion, autour, de ce trou noir de Messier 87 qu'on pourra alors, peut-être voir tout à l'heure. donc on parlait de tout à l'heure, tu disais qu'un trou noir peut être noir ou pas en fonction de ce qu'il a autour de lui. Donc si le Alors trou noir n'avale pas de matière, il va être quand même globalement noir, donc c'est plus ou moins le cas du trou noir de notre galaxie qu'on voit là, où on voit des étoiles qui tournent autour de rien, en tout cas autour d'un truc invisible, c'est ça. Et puis dans oui, d'autres situations, on va avoir des trous noirs extrêmement brillants, parce que leur alors environnement est brillant. alors c'est presque vrai, parce qu'après c'est une question d'échelle aussi. Les disques d'accrétion sont quand même très, très petits, donc là la résolution,
elle est, alors même si elle est bonne, je pense que si un alors ça dépend de la masse et tout, mais je pense que, s'il y avait un disque d'accrétion, autour du trou noir de notre Voie lactée, je pense qu'il y en a un. Je ne suis pas absolument certain, je ne suis pas spécialiste du trou noir de notre Voie lactée, mais c'est un phénomène très courant, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait un. Sauf que dans l'infrarouge comme ça là, à 2 microns où ils observent, ce disque d'accrétion n'a pas raison d'être particulièrement visible. Parce que, c'est pas là où il est le plus brillant. Donc c'est pas D'accord. parce qu'on ne le voit pas qu'il y en a pas. Par contre avec l'Event Horizon Telescope de M87, on observe, dans les ondes millimétriques, on y revient et donc là, on le voit comme le nez au milieu de la figure. Donc en fait, il y a toujours, enfin toujours, il y a, de manière extrêmement probable, quasiment systématiquement, un disque d'accrétion, donc c'est le petit donut qu'on voit en bas, autour du trou noir. De manière quasi systématique, ça dépend de l'échelle évidemment, il y a un disque très proche et puis parfois des disques à des échelles plus grandes, mais celui-là est très, très proche, c'est le plus proche qu'on puisse observer, qui a été fait donc par des radiotélescopes sur toute la planète, hein. En gros, on a utilisé l'interférométrie et la taille de l'interféromètre, c'est la taille de la Terre et y compris des télescopes avec contribution française, hein, à l'IRAM 30 mètres, Pico Veletta. Et donc là, ils ont observé vraiment ce donut, donc c'est ce disque de matière juste autour du trou noir, qui a été prédit dans les années 70, notamment par, Jean-Pierre Luminet, Luc Blanchet, tous ces gens-là. Heu et donc c'est une confirmation absolument éclatante de la théorie, voilà, une trentaine d'années après, une quarantaine d'années après et c'est assez formidable d'avoir cette image. Il y en a d'autres qui vont arriver, ils sont en train de les traiter, je ne sais pas quand est-ce qu'ils les sortiront, mais ça va être chouette. Ici sur cette image, on a aussi tu nous parlais tout à l'heure des échelles. Là, c'est vrai qu'on a Oui. des échelles qui sont très, très différentes entre l'image du haut et l'image du bas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on zoome un petit peu plus dans le trou noir et on voit des phénomènes qui sont différents entre le haut et le bas. Exactement. Ah oui, il y a des facteurs, 10 ou 100 entre chaque, ou 1000 même, alors je vois pas l'image, mais entre chaque zoom. Donc oui, là, on est à très, très petite échelle, au donut avant, alors que tout en haut, on voit, non seulement, la galaxie, mais on voit ce fameux jet radio. Alors il y a des donc c'est M87, Messier 87, c'est le nom de la galaxie tout simplement, hein. Alors il y a une question qui dit, alors d'abord c'était pas le déplacement des planètes, hein, c'était des étoiles, hein. Là on est quand même à des grandes échelles, hein, n'oublions pas, là on est à des échelles de milliers d'années-lumière. Là on parle pas du tout de planètes, hein, dans tous les cas aujourd'hui. Donc, il y a question qui dit: «On voit disque d'accrétion». Mais s'il n'y avait pas de disque d'accrétion, comment le verrait-on? Ben, on ne les verrait pas, mais en fait, il y a toujours un disque d'accrétion. Parce que les trous noirs ne se forment pas, ex nihilo dans un univers vide. En général, ils se forment là où il y a déjà une grosse densité de matière. Donc ça tombe bien, il y a plein de matière autour. Donc même s'il n'y a pas forcément de disque d'accrétion, mais en fait, il y en a quasiment toujours, en fait, la matière tombe et elle est éjectée sous forme de jets et ça, les jets, on les voit dans les domaines X, dans les domaines radio, on les voit dans plein de longueurs d'onde. Donc en fait, les trous noirs sont finalement assez détectables. En fait, on les perce grâce à ces «tricheurs» entre guillemets des rapporteurs, voilà, qui signifient la présence des trous noirs qui essaient peut-être de se cacher, mais nous on arrive à les voir, à les voir quand même. Alors, Donc on les voit très, très bien. on avait Yann et Lio qui posaient plus ou moins une question un peu similaire, qui demandait en gros s'il y a un lien entre un trou noir et la matière noire, outre le lien sémantique. Est-ce qu'il est possible de détecter l'une grâce à l'autre, ou est-ce que ce sont juste deux mots similaires, mais des phénomènes qui ont finalement pas grand-chose à voir l'un avec l'autre? Alors, au risque de vous décevoir, il y a absolument rien à voir entre un trou noir et la matière noire. De même qu'il y a rien à voir entre un trou noir, la matière noire et l'énergie sombre. Ça n'a absolument rien à voir. Rien, de rien, de rien, de rien. En tout cas, dans notre compréhension actuelle. Donc, un trou noir, c'est juste un- une zone très petite, hein, c'est la taille d'une étoile, en gros. Enfin, c'est plus petit, évidemment, qu'une étoile, mais bon. Voilà, pour donner une idée de la densité, hein, l'image qu'on donne, c'est toute la masse de la Terre réduite dans un dé à coudre, hein, donc voilà, donc c'est plus petit qu'une étoile évidemment, mais c'est une petite échelle de l'ordre d'un système planétaire ou d'une étoile. Donc c'est de la matière, ordinaire, traditionnelle, on appelle ça matière baryonique et donc on arrive très bien à expliquer les trous noirs depuis les années 1940, par de la matière ordinaire, de manière ultra dense et puis c'est avec tous ces phénomènes qu'on observe depuis, voilà une soixantaine d'années et donc tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout, un trou noir, mais quand même, il y a quand même c'est un domaine de la physique et de l'astrophysique quand même assez bien pavé, hein, même le dernier Nobel, le montre. En Euh, revanche, la matière noire et l'énergie sombre sont complètement différentes. La matière noire traduit la présence incomprise
de phénomènes à l'échelle des galaxies et même des amas de galaxies et même beaucoup plus lointains. Donc, autant les trous noirs, c'était à l'échelle des étoiles dans les galaxies, donc petite échelle. Là, la matière noire s'intéresse aux échelles beaucoup plus grandes. Donc, planètes, étoiles, galaxies, tout ça, on oublie, c'est vraiment au-delà des galaxies. Et en fait, la présence de matière noire est attestée depuis 1933 à peu près, où on voyait que le mouvement des galaxies, de rotation des galaxies, n'était pas compatible avec la lumière que l'on voyait. Il manquait un facteur 10. C'est-à-dire que si on compte les étoiles, ça, tout ce qu'on voit, et ben, en fait, les galaxies ou même les amas de galaxies devraient tourner 10 fois plus petit, 10 fois plus lentement. En fait, ils tournent trop vite, ils devraient s'éclater, poum, un peu comme vous savez, la force centrifuge. Vous prenez une fronde et puis le fil se casse, ça devrait partir en charpie. Eh ben non, ça tient. Les galaxies tiennent, les amas de galaxies tiennent, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de masse que prévu, et 10 fois plus. C'est pareil, hein, c'est pas un facteur 2, c'est 10 fois plus. Donc, les gens ont fait plein de tests, et cetera. Maintenant, on sait que, c'est pas de la matière baryonique, c'est-à-dire que c'est pas de la matière ordinaire qui se cache, hein. Elle peut exister, mais elle serait en nombre tellement petit que ça n'expliquerait pas. Donc il nous faut un facteur 10. Donc même si ça explique d'un facteur 2, parce qu'on voit pas tout évidemment, on n'a pas des télescopes parfaits, ça n'explique, absolument pas tout. Donc il y a 2 solutions simples. Soit il y a de la matière noire dans l'univers, donc une matière qu'on ne voit pas, mais qui n'est pas baryonique, c'est-à-dire qui est, voilà, qui est d'une nature différente et qui permet de tout expliquer. Et il y a plein d'arguments très forts pour ça, outre le fait que c'est absolument pas prédit par la théorie et qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais, un argument très fort, c'est que dans le fond cosmologique, on voit des oscillations qu'on arrive à expliquer très simplement avec aussi la présence de matière noire dans l'univers lointain. Parce qu'il y a des gens qui disent: «Ouais, mais vous n'avez pas bien mesuré la rotation des galaxies et tout». Bon, ça peut être vrai, mais comprendre les fluctuations du fond cosmologique sans matière noire, ben, on n'y arrive pas trop. Donc il y a plusieurs arguments. Et puis l'autre famille d'arguments, c'est de dire: «Eh ben, vous avez rien compris à la gravité», ce qui est tout à fait possible. Donc on revoit, la relativité d'Einstein, on remet tout ça sur le métier, on remet tout à zéro, et c'est effectivement possible que, la relativité générale soit à corriger. Alors on a un petit peu de mal à nous y mettre. Alors moi je suis pas théoricien, mais quand on voit le succès, des prédictions de la relativité générale, notamment pour les ondes gravitationnelles, et puis, bah, pour les trous noirs aussi, pour l'instant, la relativité générale donne des résultats absolument extraordinaires, y compris 100 ans après sa création. Donc peut-être qu'il faut changer des choses, hein. Pareil, je ne suis pas théoricien, je ne suis pas dogmatique, mais c'est vrai que l'idée de la matière noire est quand même assez simple et résoudrait plein de problèmes en un, mais objectivement, on ne sait pas. Donc ça peut être, la gravité qu'il faut modifier ou la matière noire. En tout cas, dans les calculs, c'est beaucoup plus simple de mettre la matière noire et tout marche, mais alors nickel, et ça marche super bien. D'accord. Puis dans les observations, enfin, on arrive à mesurer la densité de matière noire, sa quantité, voilà, plein de choses, son ha le la forme dans les halos de galaxies, et cetera. Mais effectivement, on ne sait pas ce que c'est. Petit détail, léger. Léger détail. On a, bah, justement, on a Yann qui revient sur ce qu'on disait tout à l'heure et qui dit peut-être le lien, le point commun qu'on peut avoir entre un trou noir et de la matière noire, c'est qu'effectivement, dans le principe, tous les 2, on ne les voit pas, mais on les détecte indirectement par leur gravité et par leur Ça, c'est environnement, vrai. par la gravité qu'ils exercent sur leur environnement. Ça, c'est vrai. Omeritac disait pareil, quand regardez les étoiles tournent autour d'un trou noir, eh ben, elles tournent d'une manière un peu particulière. La relativité dit que c'est Exactement. pas tout à fait pareil que. Donc c'est quand même peut-être une chose qui lie tout ça, c'est que finalement il n'y a plus que la gravité qu'ils exercent sur leur environnement qui nous Exactement. permettent de les détecter vraiment et de faire des mesures sur eux. Exactement. D'accord. Donc comme ça, on est à peu près tous d'accord sur tout ça. Ok. Euh, Max, existe-t-il une possibilité que la matière noire soit une fausse solution, de la même manière qu'Einstein avait ajouté une constante dans sa théorie Bah, pour on avoir sait un pas, univers hein, on statique? sait pas, hein, bah, de même que oui, 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 bah, pareil que la constante cosmologique, oui, bah, ça on le sait pas, c'est l'histoire qui nous le dira, et puis les nouvelles recherches, hein, en tout cas ça marche bien pour l'instant. La différence peut-être avec l'analogie de la constante cosmologique avec Einstein, c'est que lui, il avait une conception, alors évidemment je me compare absolument pas à Einstein, et cetera, mais enfin il avait une conception de l'univers qui devait être statique, donc il a imposé dans ses équations qu'elles donnent des solutions statiques. Nous, on n'impose rien, hein. Nous, on s'en fout de la matière noire. On
on vivrait mieux sans elles, hein, donc nous, on s'en fout. C'est juste qu'on observe des trucs et on se dit: «Comment on arrive à rendre compte des observations avec une théorie?» Et donc, c'est là qu'on est obligé de triturer la théorie. Donc, soit on rajoute une matière qui n'est pas prédite par la physique des particules, soit il faut changer la théorie de la gravité. Mais, c'est pas on n'a pas d'a priori sur le côté statique ou pas, c'est des choses qu'on observe et depuis, presque 100 ans maintenant. Alors on peut dire que les observations sont foireuses, il y a toujours une limitation effectivement dans les observations et c'est un observateur qui parle. Néanmoins là les preuves observationnelles sont trop nombreuses pour ignorer le problème. Donc, nous on aimerait bien effectivement, ignorer la matière noire, mais il y a des phénomènes qu'il faut expliquer qui sont probablement liées à la gravité. Alors, est-ce que c'est elle qu'il faut modifier ou est-ce que c'est un agent inconnu qui subit la gravitation, enfin qui est sensible à la gravitation, mais pas à la force électromagnétique? Peut-être, ça on ne sait pas encore. Donc c'est pas aussi simple que juste la constante cosmologique d'Einstein parce qu'il voulait un univers statique. Nous, on veut juste, pareil, on pourrait dire: «Bah, on l'ignore et basta». Bah non, on l'observe et c'est vrai à toutes les échelles, y compris depuis le fond cosmologique jusqu'aux galaxies, autour de nous. Donc, c'est ça qui est puzzling, qui est mystérieux et excitant et fascinant à la fois. D'accord. On arrive aux alentours de 19 heures, plus ou moins la fin de notre rendez-vous. Est-ce Oui, que j'avais promis de répondre oui, au champ magnétique. Donc il y avait quelqu'un qui posait la question sur l'effet Zeeman et cetera. Alors l'effet Zeeman, on l'observe que dans les champs très intenses, hein, les étoiles et cetera. Mais nous, en cosmologie, alors là, on n'observe pas du tout ça. On observe vraiment d'autres effets, l'effet Faraday, juste, la polarisation. Donc il y a pas besoin d'effet Zeeman, hein. Avec la polarisation, on arrive à reconstruire le champ magnétique, des champs très, très faibles, hein, de micro-Gauss et cetera. Donc, ah tiens, je vais heu remettre le champ magnétique de la Voie lactée, là je l'ai trouvé, hop, je te le place ici, Ah voilà. voilà, alors ça c'est une très belle image faite par le satellite Planck et mon cher, collègue et ami Marc-Antoine Méville-Deschênes qui était à l'IAS quand il a fait cette image. Maintenant il est au CEA Paris-Saclay et il fait toujours du évidemment très bon boulot et beaucoup d'artistes se sont emparés de cette image parce que ça ressemble un peu à du Van Gogh, donc on était très contents que cette image soit générée. Donc c'est le champ magnétique et en fait, Marc-Antoine a utilisé un code, informatique, issu du milieu de la géophysique, en particulier les courants marins, pour illustrer le voilà les formes du champ magnétique. Donc en fait, il a détourné un code des champs marins, il l'a appliqué à l'astrophysique, enfin à l'astrophysique et à la cosmologie pour obtenir cette image qui est absolument, magnifique. Donc ça, c'est pas que le fond cosmologique, là, c'est vraiment tout le ciel, donc on est dominé par la Voie lactée là, c'est vraiment la polarisation de la Voie lactée, la polarisation, du milieu interstellaire. Donc là on remonte, on est d'accord, hein, toute la partie rouge et jaune, c'est le détail du champ magnétique, ou des champs magnétiques de la Voie lactée, hein, qui se Alors surimposent à ce qu'on voudrait voir derrière, une nouvelle fois. alors, pour être précis, la couleur, c'est vraiment l'intensité lumineuse de la Voie lactée, Oui, mais les petites lignes de champ sont vraiment le champ magnétique. Donc on a mis 2 informations, la distribution d'intensité que l'on reçoit, donc c'est la couleur. Et puis donc là, il y a pas de notion de longueur d'onde, hein, c'est vraiment plus c'est rouge, plus c'est brillant et plus c'est bleu ou moins c'est brillant. Donc là, on voit pas le fond cosmologique sur cette image, c'est vraiment juste la Voie lactée et donc l'intensité, c'est color codé en couleur et puis les petites lignes là, un peu grisées et cetera, représentent la et puis leur espacement, le gradient donne l'intensité du champ magnétique. d'accord. Là encore, hein, même si on avait des yeux sensibles au champ C'est ça. magnétique, on n'aurait toujours pas un univers noir. Hem, Alors, sur ce point, si je veux pas être dis-moi, trop long, dis-moi, mais oui, oui, j'en en prie. fait, nos yeux sont sensibles à la polarisation. C'est très difficile à voir. Renseignez-vous sur internet, je vais pas vous faire l'expérience, mais moi, j'ai un professeur extraordinaire que j'avais quand j'étais jeune, qui est toujours, parmi nous heureusement, c'est, professeur Pierre Ancrenaz de Paris, maintenant ça s'appelle, université, voilà, enfin c'était l'UPMC, maintenant ça s'appelle Sorbonne U, voilà, Sorbonne Université. Il était à la retraite, mais je le croise de temps en temps et quand on était à Nançay, l'observatoire de Nançay, il nous avait fait voir que quand on observe un ciel bien bleu et cetera, on peut voir au centre de notre œil une petite figure bleue et orange qui montre que nos yeux sont sensibles à la polarisation. Alors c'est très, très difficile à voir, il faut beaucoup d'entraînement, mais nos yeux sont un tout petit peu sensibles à une polarisation très, très forte. Mais voilà, donc on pourrait imaginer et puis bon, les abeilles, on sait que et cetera, sont sensibles aussi à des choses comme ça. Mais finalement, on a des détecteurs qui peuvent nous révéler le mari de Thérèse, exactement.
de Thérèse Encrenaz qui est dans tous les voilà, qui parle beaucoup de phosphine en ce moment sur Vénus, en montrant que c'est un peu pipeau. Donc voilà, ce sont vraiment des gens épatants à qui j'envoie une grosse bise s'ils nous écoutent, voilà, parce ils ont tous marqué. Ceux qui ont la chance de les croiser sont vraiment des personnes très inspirantes et généreuses. Et donc, nos yeux, effectivement, sont sensibles à la polarisation également. Donc ce ne sont d'accord. Donc ce sont des détecteurs peut-être plus fins et plus complexes que ce qu'on peut apprendre dans Exactement, les cours de exactement. SVT. J'avais vu aussi que on arrive maintenant à faire des expériences qui sont capables d'envoyer des lumières quasiment photon par photon, c'est-à-dire l'intensité lumineuse Oui, élémentaire. On ne peut pas envoyer moins oui, de lumière que ça. oui, Et oui, j'avais oui. vu aussi des articles qui disaient que lorsqu'on envoyait des lumières photon par photon, eh bien les récepteurs, les photorécepteurs de la rétine étaient capables de s'allumer juste Mmh. à la lumière d'un seul photon. Donc là encore, l'œil beaucoup plus sensible C'est ça. que ce qu'on pense. Et là, on fait le point. Alors là, on fait le point entre la biologie, l'astrophysique. Ah, c'était absolument extraordinaire, comme quoi toutes les sciences, finalement, à un moment, finissent par se retrouver. Exactement. C'est une démarche commune. Qui consiste à essayer de comprendre l'univers le plus objectivement possible en essayant Exactement. de moins supposer de choses possibles. En tout cas, Hervé, je voudrais te remercier parce que c'est vraiment toujours un plaisir de t'écouter. Ton enthousiasme est communicatif et c'est vraiment très agréable à entendre. Je rappelle que Hervé fait aussi tu as une chaîne YouTube maintenant, c'est ça? Oui, 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 bon, qui a pas beaucoup de vues parce que mes conférences sont un petit peu tranquilles, mais ça m'amuse de le faire effectivement. Puis merci Pierre, parce que c'est un plaisir aussi de discuter avec toi. Avoir des médiateurs, aussi, voilà, aussi bons, enjoués et énergiques que toi, c'est un vrai bonheur. Et ce que vous faites au planétarium de Vaux-en-Velin, je ne tarirai jamais assez d'éloges pour ce que vous faites, toi et toute l'équipe. C'est vraiment formidable ce que vous faites et je vous soutiens et continuez comme ça. Merci beaucoup Hervé, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Une autre, donc du coup pour les personnes qui nous suivent quand même, je vais terminer parce que c'est important, vous pouvez chercher sur YouTube la chaîne YouTube d'Hervé qui nous fait de temps en temps des petits entretiens confinés où tu nous parles de plein de choses. Est-ce que tu as prévu d'en faire un ces Oui, temps-ci? j'en ai fait, oui. Oui, oui, donc ça s'appelle ma chaîne, c'est Hervé Delastro, tout attaché. J'appelle ça les conférences confinées. Je vois que Yann est là et qui me fait une blague, voilà, effectivement, avec mon micro. Donc la mercredi prochain, donc c'est le mercredi à 15 heures. Donc j'enregistre un peu en avance dans les conditions du direct parce que j'avais des soucis de connexion à la maison. Et donc je parlerai d'astronomie et d'art, de l'ISS, et surtout un cours de cosmologie. Alors là, ça va monter haut parce que c'est le cours que j'ai pas pu donner à mes L1 et donc j'ai décidé de le donner dans ma conférence confinée. Donc il y aura des équations partout et ça sera étalé sur 2 Ouais! semaines parce que ça va durer. Donc ça parle d'expansion de l'univers et de matière noire, vous verrez. Mais ça va durer 2 semaines et c'est un peu enfin voilà, ceux qui aiment pas les équations, voilà, ne regardez pas, mais oui, oui, ça va être, on va aller dans le dur là, Ça, j'avais envie. ça Ça va être faisait chouette. longtemps. Eh bien, écoute, tu fais vraiment bien d'en parler puisque justement, je rappelle à tout le monde que pour nous au planétarium, en tout cas jusqu'à ce que le déconfinement se fasse, hein, peut-être d'ici peu de temps, mais en tout cas pour l'instant, on continue avec un programme en 3 épisodes par semaine, Astronomer at Home le lundi, le mercredi. Alors toi, tu fais ton entretien confiné de 15 heures à 16 heures et à Exactement, 16 heures, c'est nous qui reprenons avec le médiateur exactement. at Home. La semaine dernière, on a joué avec KSP, on a construit des fusées. Cette semaine, ce Mmh. sera pas moi, ce sera Camille, ma collègue, qui va jouer avec vous et qui vous prépare un quiz astro. Donc ceux qui veulent confronter leur connaissance à tout niveau, venez jouer avec nous après la conférence confinée de Hervé sur la chaîne Twitch, donc cette même du planétarium, et on fera des quiz astro. Vendredi, ce sera toujours Camille qui recevra Pierre Kerner, qui lui est spécialiste, donc on va parler de bio, de parasites, on va essayer de savoir si on pourrait avoir des parasites extraterrestres, donc ça va être Mmh. très intéressant. Et puis moi je vous retrouverai la semaine prochaine, donc lundi, où on essaiera de savoir si on peut ou non réellement aller coloniser la planète Mars. Voilà, on en reparlera donc la semaine prochaine. Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous. Merci Pierre et merci le planétarium. C'est un grand plaisir. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir posé toutes vos questions. J'ai vu que certains étaient arrivés en retard, mais c'est pas grave.
L'essentiel, c'est que vous soyez venus et ça fait toujours plaisir de vous voir arriver, même si c'est pour le dernier quart d'heure. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà, restez curieux, informez-vous, posez des questions et puis n'hésitez pas à revenir me voir, ce sera toujours un plaisir. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir Hervé. Bonne soirée, salut Pierre, bonsoir à tous. À une prochaine.